Bonjour, bienvenue sur Spamath, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Paul, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence. Si vous êtes en classe de première et que vous visez encore mieux que l'excellence et que vous voulez avoir un petit peu de culture générale sur les mathématiques, vous pouvez regarder mon livre, le lien se trouve dans la description, vous avez un sample gratuit sur Amazon. Si vous êtes en classe de terminale et que vous cherchez des scripts pour le grand oral de maths, de physique ou de SES, j'ai concocté des scripts de 10 minutes que j'ai fait tester et approuver par mes anciens élèves qui vont vous valoir une excellente note. Quand je dis excellente note, c'est 20 en réalité, sauf si vous faites une crise d'apoplexie pendant l'oral. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice qui est délicieux pour les lycéens. C'est un exercice à prise d'initiative parce que vous voyez que la question est unique. On vous demande s'il existe des tangentes communes aux courbes des fonctions logarithmes et exponentielles. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que en un point d'abscisse A et en un point d'abscisse B pour chacune des fonctions, en fait, elles vont avoir une tangente et cette tangente va être commune. Donc, si je vous fais un dessin rapide de la situation, voilà, en fait, on va avoir donc la fonction exponentielle qui est comme ça, fonction log qui est comme ça. En fait, on va chercher une tangente qui serait commune aux deux, c'est-à-dire un truc comme ça, quoi. Hop. Donc là, on peut imaginer, bon, c'est très mal fait, c'est extrêmement mal fait. Il faudrait que ce soit plus collé ici et que ce soit plus collé ici. On essaye de trouver une droite qui vérifie cette propriété. Et on va voir s'il y en a une, deux ou plusieurs. Alors a priori, déjà avec le dessin, on se doute bien qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Si on en trouve déjà une, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Quand on vous demande une chose comme ça, la première des choses à faire, c'est de traduire l'énoncé. C'est ça la magie des maths et de l'algèbre, c'est qu'on vous donne un problème qui est géométrique. On est clairement sur un problème de géométrie ici, et vous allez dire, ah bah tiens, moi la géométrie, je vais plutôt la traduire par de l'algèbre. On va nommer notre géométrie avec des outils algébriques. Et ça, c'est une des plus grandes prouesses de l'esprit humain. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais noter que f de x, c'est la fonction ln de x, comme ça. Voilà. Et du coup, g de x, ce sera la fonction exponentielle de x. Je ne rappelle pas le cours sur la fonction logarithme et la fonction exponentielle. D'ailleurs, on ne l'a jamais réellement fait, le cours. C'est un gros projet qu'on a de vous proposer des vidéos de cours qui s'inscrivent vraiment dans l'épistémologie parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à dire sur la construction du log et de la fonction exponentielle. Donc, on va regarder donc, la tangente au point A pour la fonction logarithme. Donc, c'est y égale f' de A. Je développe un tout petit peu, je m'excuse s'il y en a qui sont très à l'aise. Il faut qu'on essaye de trouver le juste milieu pour tout le monde, plus f de a. Alors, la dérivée de f, c'est 1 sur x. Donc ici, on va avoir du 1 sur a fois x moins a, puis ça évite les erreurs, plus ln de a. On va donc avoir du x sur a moins 1 plus ln de a. Voici l'expression de la tangente à un point A quelconque. Notez que A doit être strictement positif, puisqu'on travaille sur du logarithme népérien. Donc ça, comme je vous le disais, je n'ai pas rappelé le cours de base sur le logarithme. Le logarithme se définit dans les nombres strictement positifs. On va faire la même chose pour G. Donc on va écrire Y égale G' de B. B, donc, qui a un point sur l'axe des abscisses, parce que l'exponentielle est définie L sur R. Donc X moins B plus G de B. Ok. Donc ça nous fait exponentielle de B fois X moins B exponentielle de B, parce que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, hein, si on peut simplifier un petit peu les choses comme ça, plus exponentielle de B. Et donc voilà, on a ça, je vais juste le rendre un tout petit peu plus cosmétique. Voilà. Exponentielle de B, facteur de 1 moins B. Voici ce qu'on obtient. Donc on a deux expressions, et donc on veut que ces choses-là soient les mêmes, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut que la partie, on veut que la partie avec le coefficient multiplicateur soit la même, donc on voudrait que 1 sur A soit égal à exponentielle de B, ça va être la première contrainte, et on voudrait que, alors ln de A moins 1 soit égal à exponentielle de B, facteur de 1 moins B. Ça, ce sont les conditions, ce sont les deux conditions que doivent respecter nos tangentes, enfin oui, nos deux droites pour être les mêmes, c'est qu'elles aient le même coefficient directeur, et par conséquent,
aussi, enfin pas par conséquent, mais qu'elles aient la même ordonnée à l'origine. Donc ce serait forcément la même droite, hein. Il n'y a pas 50 choses qui caractérisent une droite en géométrie. Alors si on fait un petit peu de formalisme, c'est pas si simple de définir ce qu'est une droite, mais on peut s'accommoder des définitions les plus simples. Qu'est-ce que ça nous donne cette ligne-là? On se retrouve avec du A égale exponentielle de moins B. Et donc nous, on va essayer d'exprimer les choses un petit peu plus simplement. Donc j'ai ça va me faire du moins ln de A égale à B. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je détaillais un peu les calculs. Là, j'avoue que j'ai pas trop détaillé. Je suis passé au logarithme. J'ai donc eu ln de A égale à moins B. Et donc je passe le moins de l'autre côté. Et j'obtiens cette identité ici. Je vais injecter ce résultat-là dans la deuxième. Alors, à vrai dire, j'ai pris la première pour exprimer A en fonction de B parce qu'elle semblait plus simple et plus commode, hein, d'accord? Parce que là, vous voyez que c'est quand même une écriture qui est relativement simple, tandis que là, c'est relativement compliqué. Donc, pour exprimer A en fonction de B, c'était quand même plus intelligent de partir là-dessus. On va remplacer. Donc, je me retrouve avec quoi là-dessus si je remplace? Je me retrouve avec du ln de A moins 1 égale, alors exponentielle de B, on a dit que c'était 1 sur A, fois 1 moins B, bah du coup 1 plus ln de A. Là on se retrouve avec une équation qui ne dépend que de l'inconnu A, qui est au fait, ici c'est vraiment une inconnue, hein, c'est pas une variable. On va tout mettre ensemble, on va tout regrouper du même côté pour que ce soit plus esthétique. On se retrouve avec du A ln de A moins A, moins 1, moins ln de A, égale à 0. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, en fait, ce qu'on va voir, notre objectif, c'est de voir si cette ligne algébrique a des solutions. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on cherche des solutions d'équations qui sont un petit peu compliquées? Alors la notion de compliqué est relative, mais vous voyez bien que ce n'est pas une équation linéaire standard, donc il va y avoir un petit peu de travail. Ben, on va dire qu'on va poser une fonction, donc j'avais déjà utilisé f et g, donc je vais dire h de x qui fait donc x ln de x moins x moins 1 moins ln de x. Et ça, je vais l'étudier, cette fonction, pour essayer de voir si effectivement elle passe par 0. Voilà. Alors, pour trouver les vraies valeurs de a qui sont solutions, d'ailleurs, ça ne vous est pas demandé, hein, regardez bien la question, il n'est jamais demandé d'exprimer explicitement quelles sont ces tangentes. Hein, c'est pas demandé. On va donc dériver h pour pouvoir l'étudier. Donc h' de x. Donc sur l'ensemble des réels strictement positifs, hein, évidemment. Ça nous donne quoi? Donc là, on a un produit. Allez, je le note ici. On a un produit. Donc U, c'est x. U', c'est 1. V, c'est ln de x. Je note tout, parce que s'il y en a qui sont un petit peu fragiles, pas très solides sur les appuis, au moins, ça vous permet de suivre un minimum. U' fois V, ça nous fait donc 1 fois ln de x, c'est-à-dire ln de x. Plus 1 sur x fois x, donc plus 1. Ensuite, je m'attaque à ce bloc-là. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc ça m'arrange bien, ça me simplifie mes 1. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc moins 1 sur x. Voilà. J'obtiens donc ceci. Et si je mettais au même dénominateur, j'obtiens du x ln de x moins 1 sur x. Bon, x est strictement positif, d'accord? Donc ça, c'est strictement positif. Donc ce qui nous intéresserait pour connaître les variations de la fonction, c'est le signe du numérateur. Le problème, c'est que le signe du numérateur, c'est pareil, hein, c'est pas si évident à déterminer, donc il faudrait qu'on étudie le numérateur. On pourrait faire ça, donc attendez que je réfléchisse un tout petit peu. Si on étudiait le numérateur pour avoir une meilleure conception du comportement de h, alors ce qu'on va faire, plutôt, c'est qu'on va garder cette expression-là de h', et on va dériver h'. Parce que souvent, quand vous avez des expressions un petit peu dégueu comme ça, il faut dériver. Alors, on pourrait se contenter de dériver le numérateur, mais vu que l'expression de h' est relativement simple, je vais me contenter de h secondes, sans poser une nouvelle fonction, parce que là, il faudrait poser une autre fonction pour dériver que le numérateur. Je pense que ça n'a pas grand intérêt.
Euh, donc ça me donne quoi? Excusez-moi. Donc 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et là, on a une information qui est très importante, c'est que ça, c'est strictement positif. Parce que je vous rappelle que x est positif. Donc 1 sur x, c'est positif. 1 sur x carré, c'est positif. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que alors, notre fonction est convexe. Alors ça, c'est pas non plus hyper important. Mais c'est surtout que ça veut dire que h', elle est strictement croissante. H' est strictement croissante. Donc si elle est strictement croissante, H', ça veut dire qu'elle ne peut passer elle ne passe au maximum qu'une fois par 0. Donc on a au plus un changement de variation. On a au plus un changement de variation. Donc ça voudrait dire que notre fonction h, alors je répète pour être bien au clair pour les élèves qui écoutent et qui n'auraient pas compris l'argument, je vais tracer le graphe de h', un graphe potentiel de h'. Elle pourrait faire ça par exemple, h'. Hop. Donc ici elle serait négative, nulle, puis positive. Donc qu'est-ce que ça nous donnerait sur le graphe de f? Bah, ici, vu que la fonction est... Alors là, vous voyez que d'ailleurs, ça n'a aucun sens, parce qu'on a dit que x était positif, donc cette partie-là, on vous l'enlever. Hein. J'ai pas réfléchi à ce moment-là. Ça voudrait dire que le graphe de f, il ferait ça. Hop, décroissant. Et là, pile poil au moment où on a un changement de signe pour la dérivée, paf, on se remet à monter. Mais ça, c'est un cas. On pourrait très bien aussi avoir le graphe de h' qui ferait comme ça. Elle pourrait très bien être strictement croissante. Donc, par conséquent, enfin strictement positive, pardon, pas strictement croissante. Et donc, on aurait notre h qui également serait comme ça. Donc, il faudrait qu'on regarde un petit peu de plus près comment se comporte h. On va regarder comment se comporte h. Donc, on sait qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre limite en 0, notre limite en plus l'infini. Donc, je vais écrire un truc qui n'est pas très académique. Ne m'en voulez pas, je vais écrire h de 0. Normalement, il faudrait écrire limite quand h tend vers 0. Mais par économie de temps, je vais écrire h de 0. C'est quoi h de 0? C'est 0 fois ln de 0 moins 0. Alors je sais, ça gratte un peu hein, quand on voit un truc pareil. Moins 1 moins ln de 0. Mais ça fait largement le taf. Ça, le cours vous dit que ça tend vers 0. On pourra faire la démonstration sur Spamat. Ça tend vers 0. Bon, ça fait 0, ça fait moins 1. Et ça fait du coup plus l'infini. Parce que ln de 0, ça fait moins l'infini vu qu'on a un moins devant. Moins par moins fait plus. Donc déjà, on a une information très importante, c'est qu'effectivement, on vient de là-haut. Hein. La fonction h, elle vient de plus l'infini. On va regarder en plus l'infini. Alors, est-ce que c'est facile de trouver la limite en plus l'infini? Moi, ce que je pense, c'est que je vais tout factoriser par x. Donc, j'aurai du x qui sera facteur de ln de x moins 1. Alors, moins ln de x sur x. Et le moins 1 ici, je ne vais pas le mettre dans la factorisation, il n'a pas trop d'importance. Donc, le x, il tend vers plus l'infini. Donc, je vais me retrouver avec une forme plus l'infini fois plus l'infini moins 1 moins 0. Parce que ça tend vers 0, c'est le cours qui le dit. Et moins 1. Donc ça, en fait, on voit clairement ici par produit que ça tend vers plus l'infini. Donc, notre fonction, elle remonte là-bas. Elle va de plus l'infini. Et là, on a notre plus l'infini. Donc, forcément, c'est qu'il y a eu un changement de variation quelque part. Donc, ça veut dire que notre dérivée s'est annulée. Ça, c'est des arguments analytiques. En fait, c'est le théorème de Rolle hein, que je suis un peu en train d'utiliser ici. On va calculer, vous voyez quand même que quand on calcule h de 1, parce que c'est ce qui annule le logarithme. Alors, juste par curiosité, je vais calculer h de 1. h de 1, ça fait quoi? Ça fait 1 ln de 1 moins 1 moins 1 moins ln de 1. Donc ça fait 0. Ça fait 0. Et du coup, le résultat, c'est moins 2. On obtient moins 2. Donc ça veut dire que notre fonction h, alors je descends un petit peu là parce que je commence à manquer de place. Notre fonction h, elle fait un truc comme ça. En 1, elle vaut moins 2, donc elle fait ça. Hop là. Elle fait ça. Et donc, elle s'annule 2 fois. Et nous, ce qu'on voulait, c'était savoir si elle s'annulait au moins une fois. On voulait trouver des a qui annulaient au moins une fois la fonction. Bah, en fait, on en a 2 par les arguments analytiques qu'on a trouvés. Voilà, c'est normal. Alors, je reprends vraiment le fil du truc. Parce que l'argument, donc, on étudie h.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? H'. H', on était malheureux parce que c'était difficile de connaître son signe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé H seconde. H seconde, elle était strictement positive. Donc ça m'a permis d'en conclure que ça, c'était strictement croissant. Le truc, c'est que strictement croissant pour la dérivée, ça peut vouloir dire tout et rien. Parce que la dérivée peut être strictement croissante mais strictement négative, elle peut être strictement croissante et strictement positive, et elle peut être strictement croissante et passer une fois par zéro. Mais le truc, c'est que nous, on a montré par des arguments analytiques qui sont... En fait, c'est le théorème de Rolle qui est caché derrière, que j'ai pas vraiment explicité, parce qu'il n'est pas au programme du lycée, mais le théorème de Rolle, c'est un truc qui est quand même, qui se conçoit vraiment très bien. On a démontré que vu que H, elle avait une limite ici, en plus l'infini, et que ici, elle avait aussi une limite en plus l'infini, et que ici, elle était négative, bah forcément, on va avoir un changement de variation. Et vu qu'on a un changement de variation, bah ça collait bien avec le fait que notre fonction h' s'annulait, et donc on passait aussi 2 fois par l'axe des abscisses, puisque ici, on était négatif, et ici, positif. Positif, donc là, on est plutôt sur du théorème des valeurs intermédiaires qui assure qu'on a 2 solutions. Ces 2 solutions-là, eh ben, on les a pas explicitées et ça ne vous est pas demandé. Voilà. Vidéo assez longue. J'espère que ça vous aura plu. On pourrait en fait regarder avec un calculateur quelles sont ces tangentes. Regardez donc avec un calculateur quelles sont ces tangentes, c'est-à-dire que vous tapez ça dans GeoGebra, d'accord, et vous trouvez la valeur de A, vous en déduisez l'expression tout simplement de la tangente, quoi, et ça va vous donner, vous allez pouvoir tracer ces tangentes qui vont épouser parfaitement le logarithme et l'exponentielle. Voilà, un exercice un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris le raisonnement, et je vous dis à la prochaine. Salut!